Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, l'émission qui assure sans vous rassurer. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'assurance vie. Est-ce une bonne idée ou non? Bonjour Estelle. Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Cash. C'est le placement préféré des Français. L'assurance vie est au sommaire de C'est Cash aujourd'hui. Est-il un placement si fiable qu'il en a l'air? Les taux d'intérêt bas menacent-ils l'assurance vie? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec vous aujourd'hui, Olivier. Mais d'abord, selon les chiffres de la FFA, la Fédération française des assurances, en 2018, 54 millions de contrats d'assurance vie ont été souscrits, ce qui représente environ 38 millions de bénéficiaires. Je vous le disais, l'assurance vie est le placement préféré des Français. En 2018, la collecte nette s'établit à plus de 22 milliards d'euros. C'est 3 fois plus qu'en 2017. À titre de comparaison, en 2018, le livret A et le livret de développement durable et solidaire ont collecté, eux, 12 milliards d'euros. Olivier, pourquoi est-ce que ça plaît autant l'assurance vie? Pourquoi cet engouement? Parce que ça a été un excellent produit. Un excellent produit qui était réellement défiscalisé, presque complètement. Vous n'aviez à ce moment-là pas la CSG, pas la RDS. Vous aviez sur l'impôt sur les successions, c'était complètement free. Vous avez aussi des taux qui étaient des taux jusqu'à 2009-2010, des taux qui étaient très intéressants, avec une rentabilité du fonds euro et aussi d'ailleurs des unités de compte, puisqu'il y avait une hausse assez constante de la bourse depuis le creux de 2000. Donc vous aviez réellement un produit qui était intéressant, qui était défiscalisé, etc. Jusqu'en 98. En 98, on change un petit peu les choses. Ensuite viennent la CSG-CRDS qui au départ était très très faible et qui n'a pas arrêté de monter depuis. Aujourd'hui, vous êtes à plus de 17% de CSG-CRDS. Vous êtes maintenant, avec le prélèvement forfaitaire, vous êtes à 30%. Donc, il n'y a plus de défiscalisation. Ça n'est encore intéressant qu'en cas de succession. Pour une tranche qui est inférieure à 152 000 euros, vous avez un abattement supplémentaire par rapport aux successions du reste, enfin la succession entière. Et donc, c'est intéressant, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des assureurs qui sont coincés par les taux bas et ça devient de moins en moins intéressant. Alors, pourquoi est-ce que les gens continuent à y aller? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu qu'il s'était passé quelque chose en 2008 et que les conditions ne sont absolument plus les mêmes, conditions de risque et conditions fiscales qui ne sont plus les mêmes qu'avant. Justement, Olivier, quelles sont les spécificités de ce placement? Pour tout comprendre, vous voyez le tiroir cash d'Antoine Vassas. L'assurance vie, les Français l'aiment, et ça de plus en plus au fil des années. La valeur des contrats en cours atteignait le chiffre record de 1 700 milliards d'euros à la fin de 2018, une augmentation de 11% par rapport à 2017. Le principe est simple, vous l'assurez, donnez de l'argent à un assureur chargé de le faire fructifier pendant une période déterminée ou durant toute votre vie. À la fin du contrat, ou si vous passez l'arme à gauche, vous ou un bénéficiaire récupérez la somme investie, avec une plus-value bien sûr, déterminée en fonction du placement, garantie mais peu élevée si c'est un fonds en euros, plus risqué mais rapportant plus si c'est dans des unités de compte, calquées sur l'évolution des marchés financiers. Les avantages sont nombreux. D'abord, une fiscalité assez basse comparativement aux autres contrats d'épargne. Si l'assurance vie est destinée à un bénéficiaire, elle sera considérée comme une donation et donc exonérée de frais de succession. Elle n'est également pas taxée en dessous de 152 000 euros. L'assurance vie offre également une certaine flexibilité en laissant la possibilité de garder l'accès à son argent, effectuer des retraits ou clôturer son contrat. Bref, c'est le placement chouchou des Français
même s'il n'est pas exonéré par contre de certaines critiques. Au début 2019, une association de défense des consommateurs, la CLCV, a pointé le manque de transparence des établissements financiers sur la rémunération de ce type de placement. Comme quoi l'assurance vie, malgré son succès, garde encore quelques secrets. Alors Olivier, on vient de le voir, on peut placer son argent sur des fonds en euros ou sur des unités de compte. En gros, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir, vers lequel il faut se diriger? Alors, les fonds en euros, c'était en fait l'argent que collectait l'assureur, qui était placé par lui sur différents actifs, principalement de l'obligataire, à 85% à peu près. Vous aviez 6-7% qui étaient placés sur des actions et vous aviez 6-7% qui étaient placés sur de l'immobilier. Bon. En gros, c'était ça le portefeuille d'un assureur. Et donc, vous aviez, parce qu'au fil des années, il avait accumulé des plus-values, vous aviez un rendement qui pouvait être de 4-5%. Et donc, ça marchait très bien. Et puis, vous avez eu l'autre pan qui est l'unité de compte. L'unité de compte, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'autres actifs, c'est-à-dire des actions que vous pouvez acheter, des SICAV actions en général, des fonds communs de placement que vous pouvez acheter. À ce moment-là, l'assureur agrée un certain nombre de fonds et il vous donne l'autorisation d'aller piocher dedans. Bon. Là, en revanche, cette partie-là, évidemment, elle n'est pas garantie puisqu'elle dépend des cours de la bourse et des cours de ces fonds communs. La partie euro était garantie, est toujours garantie, sauf que on sait très bien que la garantie n'engage que ceux qui y croient. C'est-à-dire que le jour où vous avez un gros pépin chez un assureur, il faut savoir que quand vous donnez de l'argent à un assureur, vous n'en êtes plus propriétaire. Vous avez une créance sur l'assureur. Donc, le jour où l'assureur fait faillite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'assureur, à ce moment-là, va payer ce qu'il doit à l'État, ce qu'il doit à ses salariés, etc. Et s'il en reste un peu, il vous le redonnera. Mais, donc, vous n'avez absolument, en fait, aucune garantie. Merci Olivier. Place à la deuxième partie de cette émission. Cette semaine, nous recevons Stéphane Dubois, membre des Éconoclastes. Bonjour Stéphane Dubois. Bonjour Merci Estelle. d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans C'est Cash. Alors on l'a vu en première partie, l'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. Quel est l'intérêt selon vous aujourd'hui de souscrire un contrat d'assurance vie? Alors l'intérêt pour un particulier, ou voire même des entreprises, parce qu'on peut le faire en personne morale, l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance vie, ce serait de pouvoir disposer tout en partie d'une épargne que l'on loge à travers ce contrat. Parce qu'il faut rappeler une chose, le contrat d'assurance vie, ce n'est pas un produit. Il y a une enveloppe fiscale qui est le cadre fiscal de l'assurance vie, puis en dessous, il y a une enveloppe financière dans laquelle on dépose des actifs. Le contrat d'assurance vie va nous permettre en fait de pouvoir, pendant un certain nombre d'années, mettre de l'argent avec une fiscalité avantageuse par rapport au marché général, sauf qu'on l'a vu tout à l'heure et on l'entend, elle baisse de plus en plus, il diminue de plus en plus cet avantage, mais surtout d'un point de vue de la succession et de la transmission, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. C'est-à-dire qu'on peut léguer, on peut transmettre exactement des clauses bénéficiaires sur mesure, qu'on appelle des clauses à tiroir, où je vais dire je préfère donner 30% à mon fils A parce que j'ai compensé dans ma masse successorale avec une autre partie de mon épargne autre chose, à ma fille B lui donner un petit peu moins parce qu'elle a mieux réussi, bref, avantager dans les clés de répartition qui sont déjà connues à l'avance, ce genre de choses, ça c'est intéressant. Olivier, une réaction? Alors, c'était en effet intéressant. Il fut un temps où c'était intéressant. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un risque. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, les taux, d'abord, vont rester durablement à zéro. Et qu'aujourd'hui, les assureurs, ne pouvant pas récupérer du rendement, eh bien, prennent des risques. C'est logique. Pour essayer de récupérer quelque chose, un petit peu de plus-value, un petit peu de rendement, eh bien, ils sont obligés de prendre des risques, c'est-à-dire se mettre de plus en plus sur les actions, se mettre sur des obligations en dégradant la signature de l'obligation. Et donc, quand vous prenez des risques, alors c'est très bien, vous pouvez faire un rendement supérieur, mais vous pouvez aussi vous casser la figure. Et là, on a prévu, avec la loi Sapin, etc., on a prévu tout ce qu'il fallait pour pouvoir bloquer les fonds.
Alors les bloquer et puis ne vous les rendre que très partiellement, par exemple, hein, ou alors les bloquer et à ce moment-là, vous sortirez en rente parce que ça permettra de ne pas, disons, faire faillite tout de suite et on vous dira, on vous sort une rente. Oui, mais d'accord, mais vous ne disposez plus de l'argent que vous avez mis dans l'assurance vie et on vous impose quelque chose. Vous pourriez très bien vouloir ressortir en rente. Mais c'est votre décision. Là, ça va être la décision de l'assureur. Et donc, vous êtes dans un produit qui a été un extraordinaire produit d'épargne et qui, aujourd'hui, est un produit dangereux dans lequel vous pouvez vous faire coincer, dans lequel vous pouvez perdre ce que vous mettez comme argent. Et malheureusement, les gens continuent sur ce qu'ils ont vécu avant, c'est-à-dire ils sont dans cette idée que c'est génial, etc. Non, c'est pas génial. Et aujourd'hui, le fait que l'avantage fiscal, il y ait encore un tout petit avantage fiscal, en fait, n'a aucun intérêt puisque de toute façon, vous gagnez rien. Donc, défiscaliser quelque chose quand vous gagnez rien, ça me paraît peu intéressant. Donc voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, a vécu. On le voit d'ailleurs très bien depuis ces dernières semaines. On voit quoi ? On voit qu'un certain nombre d'assureurs sont obligés de se recapitaliser. C'est pas par hasard, c'est pas juste pour faire joli, c'est simplement qu'ils ont des difficultés. Alors, juste Stéphane Dubois, pour que l'on comprenne bien l'assurance vie globalement, Olivier parlait de blocage. Ça veut dire qu'on ne peut pas retirer, une fois qu'on met ses fonds dans l'assurance vie, on ne peut pas les retirer quand on le souhaite. Alors les particuliers ne le savent pas tous, mais dans le Code général des assurances, il est très clairement écrit que s'il y a un déséquilibre majeur au sein de la compagnie est maintenant, via l'ancien article 21 de la loi Sapin 2, nous dit très clairement que soit il y a une restriction de tout en partie de l'épargne, donc en gros, je bloque les rachats et ou les arbitrages, donc je serais peut-être sur un FCP ou sur autre chose qui est en train de dégringoler et qui, malheureusement, je voudrais arbitrer, l'assureur me dirait non, parce que peut-être qu'il ne connaîtrait même pas la valeur du cours, donc il ne pourrait pas me dire « je te garantis que tu as tant de titres ». Ce serait aussi la possibilité d'empêcher donc les rachats, les transferts et potentiellement la transformation. Et on le voit peut-être que les assureurs reviendraient sur une forme de dire voilà, on ne peut pas vous donner votre argent tout de suite. Bon, vous l'avez, hein, c'est un titre de créance, il y a votre nom dessus, il y a notre nom dessus, on vous le garantit, l'État est là, il n'y a pas de problème. Par contre, on vous le redonne par petits morceaux. Et de toute façon, les gens n'auraient plus le choix. La population accepterait. Par contre, une chose que je voudrais rajouter, et c'est important parce que dans l'assurance vie, on ne le dit pas souvent, vous avez un paquet de contrats en déshérence. Parce que les clauses bénéficiaires ne sont pas bien rédigées. C'est-à-dire qu'en fin de compte, mon père me donne un contrat d'assurance vie d'1 million, par exemple, et ce serait chouette, et il me dit, voilà, il me nomme sur le contrat, mais il me nomme mal, puis sur le papier carbone, ça s'efface. Et puis au moment du décès, je ne connaissais pas l'existence de ce contrat, je le découvre, j'en sais rien, je ne le traite pas, ou je ne retrouve pas le papier. Ça peut arriver. Eh bien, le problème qu'on a, c'est que les compagnies, avant, à l'époque, n'avaient pas l'obligation de chercher l'héritier. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de 5,4 milliards dans les caisses d'assurance vie qui sont déposés et qui dorment alors qu'il y a un bénéficiaire effectif en face. D'accord. C'est une chose importante. Donc depuis maintenant 2017, il y a eu des lois où les assureurs sont obligés de maintenant de rechercher, mais on leur dit qu'ils sont obligés, mais ils n'ont pas à dire comment ils font. Mais bon, voilà, c'est une petite anecdote. Vous parlez justement, ils n'ont pas à dire comment ils font. Il y a une association, on l'a vu dans le Tiroir Cage le 28 février dernier, donc une association de consommateurs a pointé du doigt le manque de transparence des établissements financiers concernant la rémunération des contrats. Alors, la CLCV, c'est le nom de l'association, elle plaide pour la publication annuelle d'un communiqué de presse avec le taux de rendement à minima des 10 contrats avec le plus d'encours. Ça vous paraît légitime, ça, Olivier ? C'est deux choses. Moi, qu'on publie le rendement, bien sûr, mais bien au-delà. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans un fonds euro ? Personne ne le sait, en fait. Alors, je vous ai donné les grandes masses tout à l'heure, hein, et on sait qu'à peu près toutes les... Alors, évidemment, quand vous êtes chez Generali, il y a plus d'obligations italiennes. Quand vous êtes chez AXA, il y a plus d'obligations françaises. Quand vous êtes chez Allianz, vous avez plus d'obligations allemandes, etc. Mais tout ça... ne vous donne pas la composition. Sachant que 80% des contrats sont consacrés au fonds en euros. Donc c'est gigantesque. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, une fois que vous avez mis votre argent dans un contrat d'assurance vie, il ne vous appartient plus. Donc l'assureur fait absolument ce qu'il veut. Si aujourd'hui, vous avez un assureur qui a la bonne idée, comme Groupama en son temps,
de mettre X milliards d'euros sur la dette grecque et que tout d'un coup, la dette grecque fait ce qu'on appelle un haircut, c'est-à-dire qu'elle ne va pas rembourser un certain pourcentage de l'obligation. C'était 75% au moment de la Grèce, c'est-à-dire en 2011-2012. Et donc, Groupama s'était retrouvé tout d'un coup avec 25% de ses avoirs. Évidemment, ça fait mal, ça fait un trou. Et c'est pour ça que Groupama, d'ailleurs, a été sauvé par la Caisse des dépôts. Je rappelle, c'était sur les bons conseils de M. Alain Minc. Mais là, aujourd'hui, vous n'en savez rien. Ils sont peut-être en train de se bourrer d'obligations italiennes qui ne seront jamais remboursées, d'obligations grecques qui ne seront jamais remboursées non plus, d'obligations portugaises ou autres. Et on n'en sait rien. Et donc aujourd'hui, vous prenez un risque. Vous prenez un risque quand vous souscrivez à du fonds euro, prenez un risque sans en être conscient. Or, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, les autorités de tutelle font absolument tout pour qu'on soit le plus transparent possible dans les gestions, sauf pour l'assurance vie, où là, ils font absolument ce qu'ils veulent. Et essayez d'avoir la composition d'un fonds euro en appelant votre assureur, je pense que vous allez y mettre un certain temps. Stéphane Dubois, vous réagirez après. On marque une courte pause, on revient dans un instant. Bienvenue dans C'est Cash. Si vous nous rejoignez, on parle assurance vie avec Stéphane Dubois, membre des Éconoclastes. Stéphane, on évoquait avec Olivier le manque de transparence, notamment dans les investissements sur le fonds en euros. Est-ce que vous partagez son avis ? Tout à fait. La CPR, aujourd'hui, oblige tous les courtiers d'assurance et l'AMF oblige tous les conseillers d'investissement financier à une réglementation. C'est l'autorité de contrôle prudentiel. Et l'AMF ? C'est l'autorité des marchés financiers, ça c'est important. C'est les deux régulateurs, les deux gendarmes. Ces deux entités, aujourd'hui, très rapidement, il faut que les gens le comprennent, la CPR qui gère la partie assurance, il y a eu la directive européenne qui est arrivée sur la directive des produits de distribution des produits d'assurance, qu'on appelle DDA, qui oblige tous les intermédiaires à tout publier. Et on y va de la cartographie de mon cabinet, il faut que je fasse une analyse de votre profil de risque, que je le benchmark et que je le compare au profil de risque des produits, des sous-jacents que je vous propose, que je vous fasse tout un rapport d'adéquation et de mission, bref, tout un panel documentaire qui est hyper lourd pour les courtiers. Par contre, on voit que l'assureur, il n'est pas transparent, mais alors du tout, sur son fonds général. On connaît les grandes masses, mais aucun assureur, et le régulateur a demandé qu'il soit un peu plus transparent. C'est vrai que maintenant, il va publier chaque fin d'année sa rentabilité, son résultat. Par contre, ses fonds propres, on ne les connaît pas toujours, ce n'est pas toujours très très clair, on ne les trouve pas facilement en fin de compte. Mais c'est vrai, Olivier tout à l'heure le disait, quand une compagnie d'assurance va se recapitaliser de 500 millions d'euros, on pourrait se demander pourquoi ils ont peut-être peur que leurs clients s'en aillent en cas de décès, puisqu'en cas de décès, la prime s'en va à l'héritier, donc il n'est plus dans les caisses. Et j'ai peut-être une proportion, on parlait de démographie, je crois, chez vous, il y a quelque temps, j'ai peut-être une proportion de mes clients qui est âgée. Et quand ceux-là vont mourir, c'est peut-être dans 10, 15 ou 20 ans, avec les tables de mortalité, on le connaît, bref. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'appellerais les autorités plutôt regarder les assureurs en leur disant « soyez transparents ». Parce que moi, quand j'étais conseiller financier, il y a des fonds, avant de les proposer, honnêtement, il fallait que je donne 18 documents avec des heures de rédaction pour expliquer ce que c'était. Un assureur, il peut aller à jouer, comme le dit Olivier, sur n'importe quel support aujourd'hui, sans qu'il en rende compte à quiconque. Alors, messieurs, le 25 octobre dernier s'est tenue la 11e conférence internationale annuelle de la Fédération française de l'assurance. Bruno Le Maire y était invité. Le ministre de l'économie a déclaré que, je cite, « La transformation du modèle de l'assurance vie est inéluctable et irréversible, mais elle doit se faire de façon collective et progressive ». Comment faire évoluer l'assurance vie ? Est-ce que vous avez compris la phrase ? Oui. Parce que moi, si. Il parle de transférabilité des contrats. Il dit qu'il faut transformer l'assurance vie. Non, mais il faut transformer l'assurance vie, oui, c'est bien. On n'a toujours rien compris sur la manière dont il fallait qu'elle se transforme. On a vu beaucoup d'assureurs ces derniers temps qui sont en train d'essayer de pousser les gens vers les unités de compte et de sortir du fonds d'assurance vie. Ils ont bien compris que de toute façon, ils avaient un vrai problème, que ça allait continuer, qu'ils allaient être obligés de mettre du risque et qu'ils ne pouvaient en aucun cas garantir le capital. Donc ça veut dire qu'ils essaient de pousser les gens vers plutôt des solutions d'unité de compte plutôt que du fonds euro.
Mais les unités de compte, c'est quoi? C'est le marché financier. Aujourd'hui, on est où sur le marché financier? On est sur des plus hauts. Donc, on va aller pousser les gens pour se mettre là-dessus, simplement pour ne pas exercer de garantie. Une fois que vous vous serez fait rincer sur les unités de compte, on va vous dire, bah oui, mais on ne peut pas vous les garantir, les unités de compte. Donc, excusez-nous, mais c'est tant pis. Donc, aujourd'hui, les assureurs ont bien vu que leur modèle, qui était un modèle, je vous dis, qui était parfait, est en train de se finir. Vous avez aussi la question des impôts. C'est aujourd'hui, quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé dans 8 ans. Ouais. Ceux qui ont souscrit il y a 8 ans un contrat d'assurance vie ne s'attendaient pas à ce que la CSG soit à 17,2 et que vous ayez en plus une flat tax en fait de 30% maintenant sur les dépôts après 2017. Donc tout ça, c'est finalement à rentabilité inconnue, de plus en plus inconnue, avec une fiscalité qui, figurez-vous, ne va pas régresser, pour la bonne et simple raison que, comme vous le dites, il y a beaucoup d'argent dans l'assurance vie et que donc c'est quelque chose qui intéresse particulièrement M. Bruno Le Maire. Justement, Stéphane Dubois, juste un mot sur ce tweet du ministre de l'Économie. La loi Pacte permet désormais d'offrir des supports d'assurance vie en unités de compte investis dans des entreprises non cotées en bourse. Les épargnants contribuent ainsi à la croissance de notre tissu de PMU. C'est ce genre d'alternative dont on a besoin ? Oui, mais rediriger l'épargne, c'est bien. Mais il faut bien comprendre que l'assurance vie, c'est avant tout un outil pour le gouvernement en place. Que ce soit celui-là ou un autre, ou le futur ou les passés. Les relances de politique publique, quand ils ont besoin d'avoir des fonds pour acheter leurs obligues, c'est qui les achète? Les étrangers et aussi les compagnies d'assurance vie. Donc sans le stock d'épargne, ma politique locale, je ne la fais pas de la même manière. Et donc oui, transférer, diriger vers les produits, sauf que les gens ne sont pas prêts aujourd'hui à rentrer sur les entreprises et prendre des risques. En France, j'ai du mal à y croire. Mais bon. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane Dubois d'être venu sur le plateau de CKH. Je rappelle que vous êtes membre des Éconoclastes. Merci. L'actualité de la semaine, Olivier, on va s'intéresser aux impôts locaux des entreprises. Selon le MEDEF, les sociétés françaises ont payé 42,6 milliards d'euros d'impôts en 2018 aux collectivités locales, soit en moyenne 2310 euros par salarié. Le montant est beaucoup plus élevé que l'impôt sur les sociétés payé à l'État, qui atteint lui les 27,4 milliards d'euros. Olivier, les entreprises payent-elles trop d'impôts ? Je ne pense pas que ce soit la bonne question. C'est quelles entreprises payent quels impôts. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout ce qui est PME, tout ce qui est même entreprise moyenne, petite, paye un impôt qui est, lui, ahurissant, à plus de 30%, sans parler de tout ce qui est impôts locaux, etc. Juste IS. Et que vous avez des entreprises multinationales du CAC 40 qui payent 6, 7, 8% d'impôts sur leurs résultats. Donc là est le problème. C'est aujourd'hui, les grandes entreprises ne payent pas assez d'impôts. En revanche, les petites sont massacrées. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de répartition entre les impôts locaux et les impôts payés à l'État quand on voit mais comme c'est toujours le même cinéma, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on vous fait des grandes annonces en vous disant qu'on baisse les impôts, qui sont les impôts, je dirais, les plus éclairés, en fait, ceux sur lesquels on met l'accent, donc IS, IR, etc. Et puis, pendant ce temps-là, comme on est incapable de faire des baisses de charges, eh bien, on est obligé de remonter d'autres impôts qui se voient peut-être moins, qui sont moins identifiables. Et donc, c'est le jeu si vous voulez, des vases communicants, c'est-à-dire vous en baissez un, vous remontez les autres, et puis vous dites, regardez, la fiscalité a baissé. Non, la fiscalité n'a pas baissé, elle ne fait qu'augmenter si vous prenez la fiscalité totale. Merci Olivier, on passe au débrief des commentaires. La semaine dernière, notre émission était consacrée à la démographie. Voici les commentaires que nous avons sélectionnés. Celui de Jean-Claude 2000. Le problème n'est pas le vieillissement de la population, mais la démographie galopante, car avec la technologie, c'est la valeur de la formation qui est en cause. Vous pensez comme au 19e siècle, Olivier ?
Eh bien, je pense comme au 19e siècle, Jean-Claude, si le problème est un vieillissement de la population, parce que ce qu'on vous a dit pendant l'émission, c'est que ça changeait absolument tout le modèle et qu'on ne pouvait pas faire l'impasse là-dessus. Il va falloir qu'on trouve un autre modèle économique. Et je pense que la crise qui va venir va s'en charger. On passe aux commentaires de Valafal Olivier. Je n'ai qu'une chose à dire, régulation des naissances avec une limite à 2 enfants. Si l'homme n'est pas capable de se réguler lui-même, les catastrophes qui en découlent le feront à sa place. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et tant que l'humanité ne sera pas capable d'assumer, les problèmes deviendront de plus en plus graves. Et si l'homme n'était pas capable de réguler ses commentaires, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Vous pourriez aussi demander à ce qu'on tue les vieux, histoire de réguler aussi un peu plus la population. Enfin bon, sans commentaire. Allez, on termine avec celui de Pascal Auberson. Démographie ou écologie, plus d'humains, plus de pollution, la planète ne peut pas nourrir notre population mondiale actuelle. C'est vrai. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, il y a 2 aspects dans la démographie. On en a parlé, c'était la phrase d'introduction de la semaine dernière. Il y a 2 aspects dans la démographie. Il y a le vieillissement de la population et il y a le nombre de personnes. Le nombre de personnes, on n'en sait rien. Toutes les études qui ont été faites montrent que c'est à conditions égales, etc. Il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des épidémies, il peut y avoir plein de choses qui vont faire que ça va se réguler. Maintenant, sur le fait qu'il faut changer de modèle, qu'en effet, on a un problème, pas forcément d'ailleurs pour nourrir la population, mais on a un problème écologique d'énergie et compagnie. On le sait, on l'a dit 100 fois, il va falloir qu'on trouve un nouveau modèle et que la surconsommation actuelle n'en est plus un. Merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour un nouveau numéro la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez découvrir tous nos épisodes sur le site internet rtfrance.tv. Un dernier mot, Olivier. Au lieu de vous prendre des assurances sur la vie, assurez-vous de pouvoir récupérer votre argent.